Quand on parle d'investissement au Maroc, c'est quoi la plus grosse confusion selon toi? Côté entrepreneur, on a l'impression que c'est simplement un chèque. Côté investisseur, on a l'impression que c'est plutôt un placement. Hiba Mrani Alaoui fait partie de cette nouvelle génération d'investisseurs qui structurent l'écosystème entrepreneurial marocain. VC Managing Partner chez Alphavest Capital et lance actuellement un fonds d'une cible de 100 millions de dollars dédié au financement et à l'accompagnement de startups technologiques à fort potentiel, avec l'ambition de faire émerger des champions globaux depuis le Maroc. La réalité, c'est que l'investissement, c'est un partenariat de plusieurs individus qui ont à cœur de porter un projet ensemble et de créer de la valeur ensemble. Il y a beaucoup de jeunes qui réfléchissent, ou qui le pas vers l'action, ou les n'actuent. On n'a pas encore complètement créé le playbook de notre capital. La vraie recette, elle concentre à la fois les capitaux, les talents et le mindset. Qu'est-ce qu'un investisseur qui gagne? Que gagne-t-il vraiment? Transformer une entreprise, un investisseur qui crée de l'impact à grande échelle, ça ne sert à rien d'être dans une logique de survalorisation et de surfinancement de projets qui sont rubbish, de projets qui ne marchent pas et de projets qui sont en décalage avec le marché, ou là portés par des mauvais entrepreneurs qui ne sont pas dans le bon mindset, ou là créer de la circulation monétaire et en fait une situation inflationniste, c'est pas le but. Soyons cash. Est-ce que l'argent donne du pouvoir ou trop de pouvoir dans l'investissement? It's a path to power. On ne peut pas parler d'une nation dans la tech ou là d'une startup nation sans parler de capital. Quand tu regardes une start-up, quand tout le monde regarde le pitch deck, les slides, les chiffres, qu'est-ce que tu regardes en premier temps? Les valeurs humaines. Je sais que la compétence peut s'acheter, mais la loyauté, très très difficile à trouver. Je pense qu'on a l'humilité qui est hyper intéressante, qui est aujourd'hui pas chère sur le marché, mais qui vaut beaucoup. À quoi ressemblerait le Maroc qui a réussi sa stratégie d'investissement? Ce serait un marché où on a des startups qui s'internationalisent, des fondateurs qui sont connus mondialement, c'est-à-dire un product that's made in Morocco and from Morocco. En fait, il y a une deuxième mentalité, cette culture de l'échec. Il faut qu'on s'autorise à échouer. Notre valeur, elle doit être adossée au talent. Le Maghrébi se sous-estime. Il doit se mettre en condition pour se dire I can do it despite my Moroccan passport. Yes. Ou le thanks to my Moroccan passport. Si tu te mets pas en valeur, personne ne va le faire à ta place. هبة أنا فرحان بزاف أنك معايا اليوم. أنا فرحانة, merci beaucoup Sedna. C'est très gentil de m'inviter. C'est un honneur. Juste peut-être une petite précision. Donc Alphavest Capital, Venture Capital. Oui. Donc je m'occupe particulièrement de la section Venture Capital au sein de cette société de gestion. D'accord. Est-ce que tu pourrais te présenter ou là c'est bon ce que j'ai dit, ça suffit? Oh, je pense que c'est très bien. Tu as très bien résumé la situation. Même que tu as été très flatteur, donc merci beaucoup pour la manière dont tu as présenté les choses. Donc effectivement, ça fait maintenant très bien 8 ans que je suis au Maroc. Je n'ai pas démarré dans l'investissement, j'ai plutôt démarré dans l'accompagnement des startups au Maroc. Et puis de fil en aiguille, je me suis positionnée dans l'investissement en co-créant un premier fonds backé par les privés, qui a été dupliqué sur plusieurs véhicules. Et plus récemment, sur les 8 derniers mois, j'ai rejoint une société de gestion. Et aujourd'hui, on est en train de co-lancer un projet d'envergure à la fois locale et internationale pour accompagner les entreprises innovantes les plus prometteuses du pays et aussi les Marocains les plus prometteurs dans le monde, dans une logique de les rapprocher encore plus du Maroc et dans une logique de les propulser partout dans le monde. Voilà. Excellent, Ida. On parle souvent d'investissement comme un sujet technique, sérieux, presque réservé à une élite. Mais avant de parler d'argent, de chiffres ou de rendement, il y a déjà une énorme confusion. Quand on parle d'investissement au Maroc, c'est quoi la plus grosse confusion selon toi? Alors déjà, quand tu parles d'investissement, c'est assez vaste. J'ai presque envie de dire vague, si tu me le permets, parce qu'effectivement, il y a un investissement qui peut être très technique lorsqu'il concerne certaines entreprises qui sont déjà établies. Donc les éléments qu'on va regarder vont être plutôt techniques, plutôt financiers. Là où moi je m'insère, je suis plutôt dans ce qu'on appelle le venture capital ou le capital risque. Au contraire, on est dans une dimension plutôt balance of science and art.
Donc plutôt à la fois très humaine, très entrepreneuriale, pas suffisamment, pas assez carré scientifique, et en même temps l'aspect des chiffres est très important. Et donc pour revenir à ta question, est-ce qu'il y a une confusion? Oui. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une confusion clairement, que ce soit lorsqu'on se positionne côté entrepreneur ou là côté investisseur. Lorsqu'on est côté entrepreneur, on a l'impression que c'est simplement un chèque, que la finalité c'est l'argent, alors que pas du tout, c'est juste un biais. Et lorsqu'on est côté investisseur, on a l'impression que c'est plutôt un placement sans vraiment être actif. Alors que la réalité, c'est que l'investissement, c'est un partenariat, d'abord et avant tout. C'est une association de plusieurs individus qui ont à cœur de porter un projet ensemble et de créer de la valeur ensemble. Donc la confusion, c'est de se dire il n'y a que l'argent qui compte, et que le retour qui compte, ou là que le fait de trouver un chèque à un moment précis de la vie d'une boîte. Et ça n'a rien à voir. D'accord. Voilà. Et cette confusion a une conséquence très concrète. Beaucoup de gens ou de jeunes entrepreneurs se mettent eux-mêmes à l'écart. Pourquoi, selon toi, beaucoup de Marocains pensent que l'investissement, ce n'est pas pour eux? Alors, autant j'ai envie de te donner raison sur ta question il y a quelques années, mais aujourd'hui, c'est beaucoup moins vrai. C'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. Avant, effectivement, on avait un sujet de manque de lisibilité par rapport aux outils de financement qui étaient existants sur la place. Quand je venais d'arriver au Maroc il y a 8 ans, effectivement, quand on était un projet innovant, on ne savait pas trop comment le financer. Il y en a qui allaient voir les banques. Alors, les banques ne sont pas forcément l'outil le plus intuitif pour financer un projet, encore moins un projet innovant et risqué. Il y a eu les prêts d'honneur, les subventions qui ont été portées par des véhicules subventionnés par l'État, donc des initiatives gouvernementales. Il y a eu l'initiative de Ntelaqa qui a été propulsée par Sa Majesté à l'époque. Et puis, de fil en aiguille, le capital risque a commencé à se positionner. Alors, de façon très timide à l'époque, on avait quelques fonds backés par un véhicule qui s'appelle Temwilcom. Et de plus en plus, et de fil en aiguille, des fonds étrangers ont commencé à s'installer. Puis, il y a eu un fonds d'envergure porté par Almada. Puis, sans rentrer dans les détails, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas une offre claire, lucide et transparente sur le volet financement de l'innovation. Même qu'aujourd'hui, au contraire, on est sur quelque chose de beaucoup plus démocratisé parce qu'il y a l'initiative du fonds Mohamed VI qui arrive, avec un certain nombre de sociétés de gestion, dont un bon 50% de sociétés étrangères qui aujourd'hui vont positionner une offre pour l'ensemble des startups du pays, mais aussi des startups régionales, donc la dimension africaine. Et il va y avoir aussi des financements à destination des entrepreneurs liés au Maroc, mais dans le monde entier. Donc, pour revenir à ta question, encore une fois, selon la manière dont on se positionne, je pense que d'un point de vue fondateur, aujourd'hui, toutes les raisons sont bonnes pour aller chercher du financement via les bons circuits. Il y a énormément de buzz qui existe sur le marché. Alors, le buzz, je pense qu'il est bénéfique aussi pour clarifier l'offre. Et il y a aussi une volonté des investisseurs de trouver des pépites. Donc le marché, il commence à se structurer, il commence à être accessible et démocratisé, si c'est ça ta question. Oui. Donc d'abord, on va تعاودر الواحد خصو يزعم ويدوموندي où les portes sont ouvertes pour tout le monde. دابا كلشي خصو يزعم effectivement اللي ما زعمش راه الفلطه ديالو. اللي بغى يمول المشروع ديالو راه كاينين لي فون كاينين لي فوا. L'information موجودة, oui. Et puis effectivement, c'est pas comme si c'était un sujet très technique. Je pense que la dimension elle est plus humaine qu'autre chose. Exactement. Il faut qu'il y ait un fit entre la personne qui demande les fonds et la personne qui a envie d'investir dans un projet. Exactement. d'abord خصنا هي المشاريع. خصنا فين ننفستيو. Les idées موجودين, mais l'action, je pense toujours qu'il y a beaucoup des idées, beaucoup de jeunes qui réfléchissent, qui ont des idées innovantes, ou qui le pas vers l'action, ou les ناقشوا. Mais c'est ce que je pense, mais après. Non, tu as raison. Je pense qu'effectivement, il y a beaucoup d'idées. On est un pays qui commence à avoir beaucoup de talent, avec un foisonnement d'idées. Mais aussi, on a des talents qui commencent à agir.
حتى l'action, je pense que c'est une idée reçue. Effectivement, on a l'impression qu'on a un ADN plutôt gaz. Ce qui était vrai par le passé, culturellement. Aujourd'hui, non. Il y a des entrepreneurs qui ont la niaque, qui commencent à avoir... ils ont faim. Et c'est ça qui est beau. C'est-à-dire, contre-intuitivement, on a l'impression que le Marocain de base n'est pas suffisamment dans l'action. Aujourd'hui, on est sur une nouvelle nature d'entrepreneurs. Déjà, on a des entrepreneurs مشاو وشافوا شنو واقع في l'étranger وكيرجعوا. Donc, ils sont imprégnés des cultures des grandes métropoles, des cultures très entrepreneuriales et des environnements propices. On a des entrepreneurs, they're hustlers في المغرب. C'est des entrepreneurs vivriers, c'est-à-dire شحال هادي كان صعيب باش كتلقى l'opportunité في الخدمه وباش دير الفلوس etc. Aujourd'hui بالعكس كتفيق في الصباح عطا الله لي بروجي وعطا الله ما يدار خصك غير تزعم عاوتاني نرجعوا له Exactement. Au-delà des individus, il y a une question très large en fait, presque économique, politique. Est-ce que le Maroc choisit son capital ou est-ce qu'il le subit encore? Alors, tu veux qu'on parle à l'échelle du Maroc, d'un point de vue vraiment macro. Effectivement, il fut un temps, on avait une position économique fragile, on n'avait pas encore des secteurs suffisamment solides et on n'avait pas une économie qui était suffisamment indépendante pour choisir notre capital. Donc, il y avait une asymétrie de pouvoir et il y avait un opportunisme, on va dire, court-termiste par rapport à d'où nous vient le capital. Donc, techniquement, quand il y a des prêteurs internationaux qui nous offrent du capital, on ne le challenge pas, on le prend tel qu'il est. En général, il est exigeant, donc on prend les conditions qui coûtent cher, donc on prend les taux qu'on nous propose. Aujourd'hui, la situation a changé. Et elle a changé d'autant plus que le Maroc est repassé investment grade. Donc la notation d'Yalou Aoutani, elle est repassée au vert, de manière à ce que le Maroc puisse aujourd'hui proposer une batterie de projets intéressants sur des secteurs qui nous sont souverains. Je cite l'industrie, l'export, l'innovation de plus en plus. Et aujourd'hui, ça nous permet de renverser le levier et de commencer à choisir la nature des capitaux qu'on veut attirer, la nature des investisseurs, à nous positionner dans une stratégie, on va dire, plus long-termiste, où il y a une vision d'ensemble à partager avec l'investisseur. Et puis, on commence à orienter nos capitaux. C'est-à-dire, quand on attire ces capitaux, on sait où est-ce qu'on va les mettre. On sait où est-ce qu'on va les canaliser. Mais on n'a pas encore complètement créé le playbook de notre capital. On manque encore de profondeur par rapport à la nature de capital local. On manque de profondeur tout court par rapport au flux de capitaux, bien qu'ils arrivent. Donc on est encore en train de... On commence à choisir, mais on installe, on va dire, notre culture doucement et sûrement. Est-ce qu'on est en train de créer notre propre culture, comme tu as dit, ou on s'inspire des autres? Par exemple, tu as vécu à New York, Shanghai, Paris, et tu as travaillé dans des différents secteurs. Oui. Mais qu'est-ce qu'ils font mieux que nous? Et qu'est-ce qu'on fait mieux qu'eux? Alors, je vais répondre à la question en deux temps. On est en train de construire un playbook Diana. Déjà, le fait qu'il y ait de plus en plus de fonds qui sont mobilisés au plus haut niveau par des institutions gouvernementales, le fait qu'il y ait Tamwilcom, le fait qu'il y ait des fonds mobilisés par le ministère de la Transition numérique, le fait qu'il y ait le fonds Mohamed VI, c'est des capitaux qui ne sont pas des moindres. C'est-à-dire qu'on est en train d'avoir une autonomie budgétaire aujourd'hui qui nous permet aujourd'hui de créer de l'impulsion économique sur plein de secteurs différents. C'est pas rien. Donc, on est en train de créer nos propres véhicules pour être le poumon de notre économie. En même temps et parallèlement, ce que je disais tout à l'heure, on est repassé investment grade. Donc, on attire d'autant plus de capitaux étrangers qu'on veut, pareil, canaliser sur des projets innovants, porteurs, structurants. Et le mix des deux fait qu'on a notre propre sauce. Maintenant, il n'y a pas que le capital. Je pense que la vraie recette, elle concentre à la fois les capitaux, les talents et le mindset. Les talents, on a des talents locaux, on commence à produire des gens extrêmement brillants, on commence à les réattirer, ceux qui sont partis
sont en train de revenir avec un background diversifié, riche, etc. Et le troisième maillon, pour moi, le plus important, le mindset. Oui. Le mindset, on est en train de travailler lentement, doucement et sûrement sur un changement de culture qui n'est pas évident. On est un peu plus averse au risque, c'est-à-dire on ne fait pas partie des sociétés liées le changement qui jidria ou qui est radical, pas du tout, au contraire. Donc à la limite, on s'inspire de ce qui se passe à l'étranger. Et ماشي عيب, oui, tout le monde fait ça. Il faut. حتى هما كيتانسبيروا منها pour être. Alors ce qu'on fait, ce qu'ils font mieux que nous, c'est de fluidifier la circulation du capital intelligemment, c'est-à-dire ماشي غير الفلوس بوحدهم. كاين الفلوس وكاين les idées وكاين le mindset وكاين l'action وكاين l'exécution d'un point de vue extrêmement parfait en fait, l'exécution sans faute. Donc le process شويه ça diffère. شويه حنا long et eux شويه fluide. Plus agile. Alors si tu veux comparer, maintenant ce que je peux te dire et ce dont je suis complètement persuadée, et ce qu'on fait mieux qu'eux, c'est qu'on fait les choses à moindre coût, on les fait avec du cœur, on les fait avec de la résilience, on est des créateurs dans l'ombre, on a des gens extrêmement brillants, mais qui ne se vendent pas très bien, qui gagneraient vraiment à être dans une démarche beaucoup plus élogieuse de leurs aboutissements. Et on n'est pas dans une logique de cramer de l'argent et d'être flambeur, etc. Je pense qu'on a l'humilité qui est hyper intéressante, qui est aujourd'hui pas chère sur le marché, mais qui vaut beaucoup. Donc, Anna, je suis très fière de voir qu'on a un pays qui est à ses débuts, mais en même temps, je n'aime pas quand je vois qu'on se prend pour moins intéressant ou moins important que ce qui se passe dans des grands pays ou des grandes nations. Donc ما بقاتش شي حاجه زعما في les autres pays qui nous bluffent, tu vois, كنشوفوها كنقولوا واو. دونك حنا رانا غاديين مع le train كما كيقولوا حنا غاديين mais avec خطى متواضعه. Exactement. Oui, tu as tout à fait raison. Il y a l'humilité, l'humilité, il faut l'utiliser à bon escient. Exactement. Si on prend un peu de recul, si on oublie les clichés, qu'est-ce qu'un investisseur qui gagne? Que gagne-t-il vraiment? Un investisseur qui gagne. Un investisseur qui gagne. C'est le flux qui compte. Ouais, ça j'ai obtenu le souhait. Un investisseur, c'est au sens, on va dire, brut. C'est quelqu'un qui met de l'argent, qui va essayer de créer de la valeur, récupérer sa mise, payer ses propres investisseurs, les investisseurs, gagner de l'argent, gagner ce qu'on appelle de la plus-value. Quand l'histoire s'arrête là, effectivement, il n'y a pas d'intérêt. Et en l'occurrence, dans mon secteur à moi, qui est le venture capital, ou là le private equity, si tu préfères, au sens plus large, le vrai sujet, c'est de transformer une entreprise, c'est d'accompagner un entrepreneur ambitieux, c'est d'accompagner un projet à ses débuts, c'est d'accompagner le risque, c'est d'ouvrir les portes, d'ouvrir le carnet d'adresses, de proposer de l'aide d'un point de vue commercial, d'un point de vue stratégique. C'est de pousser de manière à créer de la valeur. Et un investisseur qui gagne, c'est un investisseur qui gagne avec l'entrepreneur. C'est un gain partagé, c'est du win-win. Alors, un investisseur qui gagne encore plus et au-delà, c'est un investisseur qui crée de l'impact à grande échelle. C'est-à-dire, si une entreprise elle est positionnée pour changer la vie de millions de gens, l'investisseur, forcément, il est heureux de prendre part dans une aventure qui transforme des vies. Donc, sans être fleur bleue, un investisseur qui gagne, c'est un investisseur qui clairement crée de l'impact. Oui, قلتي accompagner. Le mot, je souligne sur accompagner. Des fois, on voit des investisseurs qui dominent en fait. Ils investissent, mais quand même, ils mettent la pression sur l'entrepreneur. Comment tu fais la différence entre accompagner et mettre la pression? En fait, il faut faire... Parce que quand il s'agit de l'argent, ma part elle est là, mais je dois suivre.
C'est une très bonne question. غادي نهضر معاك de façon technique d'abord, si tu permets. ومن بعد غادي نرجع لك la façon la plus philosophique des choses. De façon technique, encore une fois, quand un investisseur prend des participations dans une entreprise, il est minoritaire. Avec le chèque qu'il va donner, même s'il est supérieur au capital initial qui a été mis par les fondateurs, il garde un rôle minoritaire et il garde une dilution minoritaire. Donc, pour assurer son pouvoir au sein de la boîte, il ne peut pas l'asseoir sur les décisions opérationnelles ou sur la gestion au quotidien. Même que place l'entrepreneur. Il ne gère pas à sa place. C'est pas la vocation. ماشي هذا هو le rôle ديالو. Par contre, le rôle ديالو, c'est d'apporter de la valeur. Donc, pour apporter de la valeur, son rôle, il est borné et il s'inscrit à un certain nombre de décisions dites stratégiques. C'est-à-dire des décisions qui vont impacter la valeur de la boîte. Donc, avec l'investisseur, le seul rôle qu'il a, c'est de créer de la valeur. Et pour créer de la valeur, il doit participer à des décisions qui vont impacter la valeur de l'entreprise. Donc, c'est en fait un ticket d'accès à un board, tout simplement. Donc en fait, c'est même pas une différence à aller chercher. C'est ça le rôle naturel d'un investisseur. Il n'a pas vocation à faire à la place à agir ou à être dans l'action à la place du fondateur. Ça, d'une part. Maintenant, d'un point de vue plus philosophique, il n'est pas du tout question de créer de la pression. Black, c'est contre-productif. C'est pas du tout l'objectif. Il faut voir, dès que le fondateur il doit voir son investisseur, il doit le choisir. Il faut qu'il partage la même vision et il faut qu'il lui apporte une proposition de valeur. Je vois l'apport stratégique d'Yalo. Qu'est-ce que tu m'apportes concrètement? Est-ce que tu vas m'ouvrir les portes à un carnet d'adresses? Est-ce que tu as la maîtrise technique d'un secteur? Est-ce que tu as déjà été entrepreneur par le passé? Tu as déjà fait des erreurs? Est-ce que tu vas m'apporter du soutien psychologique? Est-ce que tu vas me présenter du monde? Est-ce que tu vas juste être le premier financeur de mon risque? Donc, on n'est pas du tout dans une logique de contrôle. Par contre, effectivement, il y a un minimum de prérogatives de l'entrepreneur. L'entrepreneur, il doit faire un reporting régulier, il doit tenir au courant de ce qui se passe. Et quand l'entrepreneur commence à sortir du périmètre Diallo, l'investisseur, il est obligé de venir s'assurer d'être dans un rôle de surveillance, pas de contrôle. Voilà, donc c'est le schéma naturel en tout cas. On a parlé d'investissement, son costume, son jargon, mais quand on parle d'argent, il y a une notion qui apparaît immédiatement, le pouvoir. Soyons cash. Est-ce que l'argent donne du pouvoir ou trop de pouvoir dans l'investissement? Alors, dans quel contexte on s'inscrit? Est-ce que c'est à l'échelle d'une nation? Est-ce que c'est à l'échelle d'un écosystème? Est-ce que c'est à l'échelle d'une boîte? Je parle de l'écosystème. Alors, l'argent est un appel d'air, l'écosystème. Hadi, c'est une règle de base. Le fait qu'on ait aujourd'hui plus de capitaux qui rentrent, ça fait que l'écosystème d'Yanna, il commence à souffler. Et un écosystème qui souffle, c'est un écosystème qui produit de la valeur. C'est un écosystème qui entreprend et c'est un écosystème qui est prêt à réussir. On ne peut pas vraisemblablement parler d'une nation dans la tech ou d'une start-up nation sans parler de capital. C'est pas possible. D'ailleurs, l'indicateur le plus important qui revient toujours sur les statistiques, c'est les levées de fonds. Le fait que les pays capturent 80% des levées des fonds de l'Afrique qui sont le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Kenya, l'Égypte. Sur 2 milliards, ils sont à peu près à 2 milliards de dollars, ils sont à peu près à 80% à eux tous de levée, fait que c'est des nations extrêmement importantes d'un point de vue écosystème, avec un certain nombre de startups financées, avec des startups qui changent le cours des choses par rapport à des secteurs importants dans les économies respectives, et je cite en l'occurrence la FinTech. Au Maroc, le fait qu'on ait aujourd'hui plus de capitaux et des capitaux structurés et sophistiqués fait qu'on commence à avoir du levier. Je ne veux pas encore parler de pouvoir, mais it's a path to power, j'ai envie de dire. C'est un début. Et si on sort de l'écosystème vers la nation, est-ce qu'il donne du pouvoir?
l'argent toujours du pouvoir. L'argent donne toujours du pouvoir. Pour te répondre de façon plus objective, alors, l'argent, si on ne sait pas quoi en faire, si on ne l'utilise pas à bon escient, ce n'est pas une finalité en soi. Ouais. Ça ne sert à rien d'être dans une logique de survalorisation et de surfinancement de projets qui sont rubbish. Ah ouais. Et de projets qui ne marchent pas, et de projets qui sont en décalage avec le marché, ou là portés par des mauvais entrepreneurs qui ne sont pas dans le bon mindset, ou là juste pour créer de la circulation, on va dire, monétaire et en fait une situation inflationniste. C'est pas le but. Le but, c'est quand l'argent est adéquat avec la qualité des projets à l'instant T. Il faut que la sauce prenne vraiment avec un ensemble d'ingrédients dans un timing précis. Exactement. Donc l'argent bien utilisé donne du levier, du pouvoir et peut transformer une nation. Oui. Et d'abord, un entrepreneur, il va chercher de l'investissement pour مثلا un levée de fonds. مثلا supposons une acceptation. في المغرب عندنا واش l'argent ça suffit ou là il y en a d'autres paramètres qui bloquent, par exemple les règles, la culture, les personnes. Est-ce que tu trouves les paramètres ضروريين pour que l'entrepreneur avance bien? Bien sûr. Bien sûr, franchement, c'est dans la lignée de la question d'avant. Je ne sais pas s'il y a une subtilité différente de la question, mais l'investisseur doit bien choisir le projet dans lequel il investit et pour le choisir, il doit trouver le bon mindset d'entrepreneur, le bon niveau d'exécution, la bonne vitesse, la capacité à shifter et à pivoter et un projet qui a une taille de marché suffisamment intéressante. De l'autre côté, un fondateur doit aussi trouver l'investisseur qui va lui apporter le plus de valeur, avec lequel il va avoir la vision la plus alignée. Et tout ça, c'est un ensemble d'ingrédients qui sont hyper importants. L'argent tout seul ne mène nulle part. Débloquer un chèque juste pour le débloquer, puis laisser l'entrepreneur dormir dans son portefeuille, n'a absolument aucune issue. De la même manière, un fondateur qui prend l'argent dès qu'il s'offre à lui, sans prendre son temps, de façon opportuniste, peut très bien se retrouver dans une situation très toxique. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, les choses ont changé. Le fait qu'il y ait une prolifération d'investisseurs fait que les fondateurs ont beaucoup plus le choix de constituer leur tour de table comme ils le souhaitent, et avec des investisseurs avec lesquels ils partagent des valeurs. Donc, il faut un certain nombre d'ingrédients. Et si je devais les classer, je dirais le mindset d'abord, très important. Le talent, parce que c'est ce qui permet de créer le produit. L'équipe. Oui, alors, l'équipe, évidemment. L'équipe, tu as raison. C'est le moteur. Et après, l'argent pour nourrir la machine. Ouais. Maintenant, j'aimerais bien qu'on descende d'un cran, très concrètement, très terrain, le moment où l'investisseur doit décider. Quand tu regardes une start-up, quand tout le monde regarde les slides, le pitch deck, les slides, les chiffres, qu'est-ce que tu regardes en premier temps? Je regarde d'abord les fondateurs. Je regarde d'abord le mindset fondateur, la qualité de leur background, qu'il soit entrepreneurial, en matière d'expertise, en matière d'alma mater. C'est un ensemble. Et je regarde aussi la psychologie, les fondations psychologiques. Je regarde s'ils sont... Their level of sanity. Sérieusement. Et ça, je l'ai appris sur le terrain. C'est-à-dire, théoriquement, ce que tu vas trouver dans les VC books, etc., il faut toujours regarder le fondateur parce que c'est very important, etc. Maintenant, dans la vraie vie, tu peux aussi tomber sur des fondateurs qui sont bipolaires, qui ont des excès de comportement, qui sont très bons vendeurs, mais très mauvais fait l'exécution, qui sont très entêtés, qui ne sont pas propices à écouter les conseils, qui peuvent très vite changer de façon de voir les choses et qui ont des... on va dire, qui peuvent devenir cycliques dans leur façon de réfléchir et d'agir. Et ça, il faut faire très attention. Alors aujourd'hui, je commence à regarder ces aspects-là.
Je regarde aussi les valeurs humaines. Je sais que la compétence peut s'acheter, mais la loyauté, très, très difficile à trouver. Et comment je passe du l'intuition ou là, c'est pas autour d'un pitch que je vais décider. Parce que tu peux pas savoir un pitch deck دغيا غادي نفهمو ونفهم حياته ونعرف واش هذا سي une bonne personne qui va partir plus loin وحنا غادي comme investisseur غادي نمشيو معاه مزيان. Non, effectivement, on ne peut absolument pas on ne peut pas investir après un seul pitch elevator ou un pitch de 2 heures. C'est un travail de longue haleine qui prend des semaines entières de due diligence. Et quelquefois, j'ai même envie de prendre mon temps sur des mois pour bien connaître la personne. Parce qu'il peut arriver de bien la connaître sur un temps précis, sur un moment d'euphorie, et qu'une fois elle encaisse le chèque, on commence à voir les masques tomber. D'accord. Donc il faut we have to take our time. Oui, un accompagnement sur plusieurs mois, comme tu dis. Mais واش كيكون شنو بغيت نقول مشات ليا ملي كديروا des visites terrain, par exemple un entrepreneur qui a monté une boîte et qui a déjà commencé à, par exemple, à livrer un produit. Dans un premier temps, il vient vers vous pour le pitch, pour chercher de l'investissement, mais après واش كيكونوا des visites terrain réguliers اللي كيخليو كما قلتي هذاك le contact humain باش afin de décider واش je vais partir sur le projet ou pas. Alors les visites terrain تيكونوا في وقت la due diligence, c'est-à-dire في le moment باش كنكونوا حنا مازالين تنقلبوا على فاش كنكونوا مازالين on étudie le projet. Donc en phase d'étude, bien sûr. Et ensuite, une fois qu'on a investi, les visites, bien sûr qu'elles continuent. C'est au-delà des visites, on fait ce qu'on appelle des comités de suivi. C'est du monitoring de portefeuille, c'est du monitoring rapproché, c'est de l'accompagnement en fait. Mais ça après l'investissement. Bien sûr. Là, je parle avant de décider est-ce que je vais partir sur le projet ou pas. Donc tu parles de la due diligence. La due diligence, c'est un moment extrêmement important dans la vie et dans le cycle d'investissement. Au moment où on investit, au-delà des backgrounds, des recherches de background client, de la vérification des chiffres, de l'analyse des business plans et des entretiens, on va dire, des Q&A avec les fondateurs, évidemment qu'on va passer énormément de temps à essayer de comprendre ce qui se passe dans la vie de l'entreprise en interne. Bien sûr qu'on visite, bien sûr qu'on passe du temps avec eux. Bien sûr, c'est très important. Et je reviens sur les red flags, comme tu as cité. C'est quoi l'erreur numéro 1 des fondateurs marocains? Lorsqu'il vient chercher un investissement, c'est quoi le... Alors, il y a dès que tu vois de l'erreur, tu dis ça fait no way. Il y a deux types de... J'allais te dire, il y a deux types d'erreurs. C'est des erreurs que je commence à voir un peu moins, ou je les vois quand même. Qui j'ai un fondateur, tu dis le flous coûte que coûte. Il ne sait même pas ce qu'il va financer. Il a un trou en fait dans son exploitation. Sauf que toi, tu finances pas l'exploitation. Toi, tu veux financer un projet avec un socle solide, tu veux investir, tu veux miser de l'argent sur une machine qui sera rentable dans le futur. Exact. هو تيجي عندك تيقول لك بقات ليا 3 شهور et je ne vais plus avoir de fonds, mais en fait tu te rends compte que l'appareil productif diallo il est complètement flingué, tu me passeras l'expression. Donc ça c'est infinançable. L'erreur là. Et le fait qu'il ne se renseigne pas sur ce que le VC va financer est une erreur en tant que telle. Et la deuxième erreur, c'est de penser qu'il doit être dans une logique de séduction du VC, d'être dans un excès de vente sans être transparent. Un VC préfère que tu lui dises... de l'air. Exactement. Un VC préfère que tu lui racontes la vraie histoire, quitte à ce qu'il y ait un mode sur certains aspects. Et qu'il ait envie de se lancer avec toi. Là, je t'ai dit tout à l'heure, c'est un partenariat, une association. Est-ce qu'il a envie, de se lancer avec toi, malgré certains défauts qui peuvent être améliorés et corrigés dans le temps? Mais si tu lui présentes une feuille hyper sexy, où tout va bien dans le meilleur des mondes, il sait d'emblée que c'est faux. Ou là, tu lui présentes un business plan extrêmement ambitieux. Bon, évidemment,
Les VC adorent rêver et voir des chiffres flamboyants. ولكن il y a une réalité de terrain. Alors, ceux qui ont passé du temps sur le terrain savent. Donc, le fait de survendre n'a aucune issue positive. Ça ne sert à rien. Et ça se voit, ça se ressent. Ouais. Mais en réalité, c'est très souvent, les décisions se prennent sans certitude. Ça, c'est... Non, tu ne peux pas être certain. Oui, tu peux pas. Il te vend une trajectoire dans le futur. Il n'y a pas de certitude. Là, c'est balance of science and art. Mais comment tu fais pour, par exemple, comment tu fais pour prendre une décision quand tout est flou? Quand tout est flou, je ne la prends pas. Ah, tu la prends pas? Ben non. Il faut que je sois rassurée sur un certain nombre de critères. Qui connaît un certain nombre de critères ou une pondération. Si les critères les plus pondérés, je suis alignée معهم, là je peux y aller. Mais si j'ai toute l'ardoise de critères qui est floue, ça ne sert à rien d'avancer. Je vais juste me tirer une balle dans le pied. Et en même temps, l'objectif, c'est de s'entourer d'experts. Il y a certaines décisions. C'est-à-dire, le schéma décisionnel complet, tu as un certain nombre de sous-décisions. Donc, les sous-décisions, eh bien, il va y avoir un certain nombre d'experts, chacun dans son domaine. Il va y avoir l'expert sur la tech, il va y avoir l'expert sur la strat, il va y avoir l'expert sur le go-to-market et la partie commerciale, il va y avoir et sur le marketing, sur le brand building. Donc là, c'est toute une recette. Et après, on fait we do the math, et on arrive à une note. Et est-ce qu'il y a un fit? Et je ne suis jamais seule pour prendre la décision. Au contraire, bien sûr. On est une équipe déjà. On s'entoure d'experts, on s'entoure d'indépendants. Et il faut une conviction très forte. Et le funnel de conversion entre ce qu'on reçoit comme candidature et ce sur quoi on investit, c'est très tiny. C'est-à-dire qu'on préfère prendre des dossiers sur lesquels on est unanime plutôt que de se dire « Ah, on a un 3 sur 5, on va y aller ». Pas du tout. C'est trop risqué. Pour un métier d'emblée risqué. Ouais. Avec l'expérience, on finit par reconnaître les signaux, les petits signaux faibles. Oui. À quel moment tu sais qu'une équipe ira loin, même après s'être plantée? Oui, alors c'est une excellente question. Je le sais à la capacité de pivoter rapidement. D'accord. Et à l'humilité d'écouter. Je ne prétends pas qu'on sait mieux que l'entrepreneur. En général, l'investisseur, là c'est un advisor, il peut se mettre à la place du fondateur, mais pas tellement, parce qu'il n'est pas dans le hustle quotidien de l'entrepreneur. Mais il a un recul que l'entrepreneur n'a pas, parce que l'entrepreneur, il est dans des œillères, il est dedans. Donc il ne dézone pas suffisamment. Donc une équipe qui peut aller loin, c'est une équipe très résiliente, qui va savoir corriger les tirs très rapidement. Quand tu fais un point de suivi et que tu parles d'un changement, il l'opère très vite. Ça, il sait qu'il est très réactif. Très réactif, ouais. Très réactif. L'équipe, elle s'entend très bien en général, c'est fluide. Ils n'ont pas besoin d'avoir des affinités. Ils sont tous là pour l'intérêt global de l'équipe et du projet. C'est des gens qui écoutent et c'est en même temps des gens qui se permettent de challenger quand ils pensent que l'advisor est loin de la réalité. Donc il y a un travail qui est commun, qui est opéré, toujours dans une logique de partenariat, ce que je citais tout à l'heure. Et c'est une équipe ouverte sur qui est tout le temps en veille. Donc elle sait tout le temps ce qui se passe. Mais ils sont dans leur quotidien ou c'est pas du tout le cas. Donc c'est plutôt ce type d'équipe qui nous rassure. Et puis c'est des équipes qui communiquent avec nous régulièrement. On n'a pas besoin de tout le temps aller les chercher, etc. C'est des gens qui te mettent au courant, les bonnes nouvelles et les mauvaises nouvelles. When it's going well, we tell you. When it's not going well, we tell you. Ouais. La franchise, oui. Voilà. Et ça, c'est très important, en fait. La confiance. La confiance, oui. Confiance. C'est le socle. Et il y a la base. C'est la base. C'est la base. Exactement. Des fois, quand il y a des entrepreneurs, la phase de la recherche de fonds, des fois, ils affichent ou ils projettent des chiffres, des bons chiffres. Wesh, tu crois que les bons chiffres peuvent cacher un mauvais projet? Oui.
Je te réponds au tac au tac. Les mauvais chiffres peuvent cacher un très bon projet, comme les bons chiffres peuvent cacher un très mauvais projet. Ouais. Les chiffres, c'est une projection d'une réalité future. C'est une probabilité que les choses vont bien se passer dans le meilleur des mondes, quand les violons sont raccordés convenablement, quand la sauce prend, etc., etc. Maintenant, la réalité, elle est ce qu'elle est. Donc, de très bons chiffres peuvent être très bons sur un certain nombre d'années, tout comme il peut y avoir un effet de marché qui peut complètement fausser les choses. De la même manière qu'un bon projet peut être bon sur le marché à partir de bons chiffres, c'est-à-dire d'un point de vue historique, le produit peut devenir obsolète sur le marché. Oui. La technologie, elle peut avoir des barrières à l'entrée très faibles, elle peut se faire concurrencer. De la même manière que le marché peut être très vite atteint, de la même manière que les tendances de consommation peuvent changer. Et le fait de le cacher, qu'est-ce qui fait l'investisseur? Wesh, il fonce, il profite de la phase parce que les chiffres sont flambés, ou là, tu t'arrêtes. Tu dis non, parce que la vision prospective, ça dit que si je m'y dedans, peut-être d'ici 6 ou 1 an. C'est encore une fois une très bonne question, parce que là, vraiment, tu me ramènes à la réalité et à du vécu sur plusieurs use cases. Tu as plusieurs façons de voir les choses. Quand tu es un investisseur pressé de faire un retour, parce que tu as promis un retour sur un axe de temps précis, tu dois profiter, effectivement, être opportuniste sur un segment de temps. Exactement. C'est malheureux à dire. La bourse. Bah, tu es dans une logique de placement, dont on a parlé au tout début. Donc, tu es effectivement, tu t'insères dans un segment de temps et tu dois sortir avec un multiple, rendre l'argent et te laver les mains de tout ça. Malheureusement, this is the hard truth. Si maintenant tu es dans une logique plus long-termiste où tu accompagnes l'entrepreneur, you have been the first believer, tu veux apporter et créer de la valeur et tu penses que tu es sur un secteur qui a encore 10 ans et tes investisseurs ne te mettent pas la pression parce qu'ils veulent plutôt créer de l'impact que vraiment avoir un retour, à ce moment-là, tu dois pousser dans le sens de pivot stratégique. Tu dois être acteur du changement auprès du fondateur. Et tu dois manger le risque et prendre les baffes sur le terrain. Donc tout dépend du positionnement que tu prends. Si tu es juste dans une logique pécuniaire et en même temps honorer la promesse en tant qu'investisseur pour être catalogué comme un bon investisseur sur un marché précis, tu dois faire ton exit. Si maintenant tu es dans une logique d'accompagnement long-termiste, plus humaine, plus orientée impact, c'est une autre histoire. Oui. On dit choisir son capital, c'est choisir son futur. Choisir son capital, choisir son futur, oui. Ouais. Tous les capitaux ne jouent pas le même rôle. Complètement. Ils n'ont pas les mêmes attentes, les mêmes effets sur les entreprises. VC, private equity, family office, fonds publics. Fonds publics, oui. Comment tu fais simplement la différence? Comment tu expliques en fait la différence de façon, on va dire, démocratisée. Parce que moi, je ne peux pas نفرق, mais si tu peux nous... Avec plaisir. كل واحد عنده une vocation précise. نبداو les fonds publics. Les fonds publics, ce sont des fonds qui doivent dérisquer ce que des investissements privés ne peuvent pas prendre d'un point de vue risque. Ça c'est sûr, parce que l'État, parce que Doula, parce que Doula est censé être un acteur économique qui est tout le temps solvable. Exact. D'après la pensée économique de plusieurs acteurs, de façon historique, l'État est censé être un agent solvable. Donc l'État doit prendre plus de risques que les autres. Et il doit instaurer une machine d'investissement locale pour porter l'économie. Viennent ensuite les acteurs privés. Fihom deux types. Fihom le private equity ou fihom les family office. Le private equity fait deux natures. Private equity, c'est en fait le financement en fonds propres, par opposition au financement bancaire, qui est un financement ou a des intérêts.
Le financement du private equity, c'est une prise de participation. Donc, كتشري un titre de كتشري propriété. l'equity. كتشري l'equity. Ouais. Alors, soit كتشري le PE, soit كتشري le VC. PE, private equity. VC, venture capital. Private equity, tu finances l'existant pour le structurer, le développer et le pérenniser dans le temps. Donc, tu prends des sociétés traditionnelles dans l'industrie, dans l'infrastructure, dans le retail, dans des secteurs qui sont, on va dire, des chaînes de valeur assez traditionnelles. Et tu ne pars pas de rien, tu ne pars pas d'une page blanche, tu pars d'une société existante, établie, qui a déjà un backbone, et tu finances les choses dans un cycle de 5 à 7 ans, quelquefois de 7 à 12 ans, et tu attends un retour par rapport à une croissance, on va dire, linéaire. Le venture capital fait partie du private equity, mais on s'insère uniquement sur les sociétés technologiques à profil de risque plus important et à trajectoire de croissance a priori exponentielle. D'accord. Donc, le VC voit qui financer l'actif ou l'asset le plus risqué, qui sont les startups et les boîtes technologiques. Donc, ce que tu finances, tu ne pars pas d'un projet existant. Tu pars en général d'un projet existant, mais tu pars quand même d'une notion de risque beaucoup plus importante. Donc, qui compte un début de projet, un début de technologie, des équipes qui ne sont pas encore suffisamment constituées, des process qui ne sont pas encore suffisamment établis, ou alors tu t'insères dans une histoire qui, a priori, doit progresser beaucoup plus vite. Ça, c'est le private equity. Maintenant, غادي نرجع لك سميتو les family office. Family office. Les family office, c'est tout simplement des holdings des familles qui veulent transmettre. Donc, ils investissent dans plein de sujets différents. ولكن داكشي تيبقى à titre perso. Mais ils peuvent diversifier leurs investissements. Par exemple, les family office peuvent investir eux-mêmes dans des fonds de private equity ou là dans des fonds de capital risque. Donc, si tu veux que je te résume tout ça, le VC, parce que pour moi, c'est le plus risqué. Le VC finance le futur. Le PI finance l'existant pour le structurer, le développer. L'état des risques. Et le family office transmet. D'accord. Le VC, maintenant, qui investit le risque ou le long terme ou les startups, les adbaidin. Ouais. Ou l'autre, qui investit ce qui est déjà existant. C'est le PI. C'est le PI. Oui. Ça dépend en fait du ticket. Du ticket, non? Oui, il y a une différence de ticket. Je suis d'accord avec toi. Il y a que tu parlais du ticket. C'était ça ta question. Du ticket, du ticket. C'est-à-dire le montant investi. Le montant, oui. exactement. Oui, il y a une différence, bien sûr. Parce que là, le pays a plus. Plus de moyens. Plus de moyens. Oui, le pays, les fonds sont... Alors, au Maroc en général... Parce que quand tu investis dans la boîte déjà existante ou dans la croissance, ça veut dire qu'il est déjà il est à l'aise. Donc, tu investis plus. Bien sûr. Start-up, ouais. Exactement. Alors, encore une fois, le Maghreb, vu que le pays investit essentiellement dans des grandes PME, essentiellement dans des PME, on va dire. PME, c'est quoi au Maroc? C'est un chiffre d'affaires médian de 200 millions de dirhams. C'est un chiffre d'affaires médian. Sur un échantillon, on va dire 5-6 000 PME. D'accord? Forcément, les fonds qui accompagnent ces entreprises ont beaucoup plus de moyens et sont d'une taille beaucoup plus conséquente que les VC qui accompagnent aujourd'hui un pipeline beaucoup plus réduit. Le VC, il n'y a pas encore beaucoup de startups au Maroc. Le pipeline, il n'est pas encore assez profond. Maintenant, si tu vas aux États-Unis, tu as des fonds de VC qui sont à 300-400 millions de dollars. C'est pas... Donc, ça dépend aussi du marché sur lequel tu t'insères. Mais on va dire que le Maghreb, c'est encore embryonnaire. Mazal, on est sur un VC très timide qui est en train de prendre de l'avance doucement et sûrement. Voilà. Parmi ces formes de financement, le venture capital, le venture capital occupe une place particulière dans le collectif public. Aujourd'hui. Oui. Pourquoi le venture capital fait autant rêver, sachant que ce n'est pas fait pour tout le monde? Alors, je vais te dire pourquoi...
كتسمع بزاف الفيسي. Le débat public à VC. Willy Kane. Parce que jusqu'ici, il n'y avait rien par rapport au VC. Donc, peut-être qu'il y a eu un réveil collectif. Et ils se sont dit, autant on est bon sur le foot, مثلا, on doit être sur le VC. Je caricaturise, mais jusqu'ici, on a été endormis par rapport à la, on va dire, la dynamique africaine et régionale au sens large. Il n'y avait rien qui portait le financement de l'innovation. Et aujourd'hui, le VC devient non plus un épiphénomène à l'échelle de notre économie, mais ça peut être quelque chose qui peut clairement commencer à transformer les choses. Si et seulement si, évidemment, le pipeline se structure, se sophistique, s'upgrade, si on a des fondateurs plus solides, si on a des projets plus lucratifs, si on a des profils de croissance à travers le marché qui sont plus rapides, oui, ça devient important. Et pour que ça devienne important, il faut que l'État aide. Et l'État aujourd'hui joue un rôle assez fondamental. Et très franchement, sur les dernières années, il y a eu énormément d'initiatives. Il faut juste que ces initiatives s'accélèrent dans leur exécution et créent plus d'impact d'un point de vue volume. D'accord. Des fois, l'accès au capital devient un acteur de fragilisation. Ça, c'est certain. Mais à quel moment un levé de fonds devient une mauvaise idée pour un entrepreneur ou un jeune débutant? Oui. Une levée de fonds devient une mauvaise idée. Ce qu'on disait tout à l'heure, quand tu te rappelles, tu m'as demandé les 2 erreurs que les fondateurs font. C'est quand la personne, elle veut financer absolument sa boîte juste pour absorber ses pertes, ou là pour surfinancer, oversubscribe ce qu'on appelle la capitalisation, la cap table, juste overfinancer pour financer, pour ne pas manquer de flux, sans vraiment avoir de vision stratégique ou là de manière intelligente de dépenser l'argent. Le use of fund n'est pas bien étudié. Clairement, quand on finance tout et n'importe quoi à n'importe quel horizon, c'est pas une bonne idée. Parce qu'on se retrouve avec des investisseurs qui nous attendent au tournant, une machine productive qui ne suit pas, et on rentre dans un cercle vicieux. C'est là qu'intervient le smart capital, c'est ça? Non? Le smart capital, c'est souvent évoqué, mais rarement expliqué. Le smart capital, merci beaucoup de poser la question, parce que le projet Witamax, sur lequel donc j'ai beaucoup œuvré et donc que j'ai co-lancé avec d'autres personnes, a été essentiellement tourné vers le smart capital, c'est-à-dire mettre à disposition des family office et des industriels marocains et des entrepreneurs à succès pour créer de la valeur dans des startups à travers un ticket. Et c'est pas uniquement à travers l'argent qu'on crée de la valeur, c'est à travers beaucoup d'apports stratégiques, opérationnels, beaucoup de give back. Smart capital, c'est un capital qui est très présent dans la vie d'une entreprise. It's not like dump capital, tu mets de l'argent et tu recules. C'est au contraire un rapprochement surtout au début. Au début, quand l'entrepreneur il est un peu seul, les équipes sont encore réduites. Donc, les entrepreneurs qui ont déjà réussi vont mettre par exemple un ticket de 2 ou 3 millions de dirhams et ils vont être très présents. Ils vont ouvrir les portes, ils vont ouvrir le carnet d'adresses, ils vont proposer leurs équipes à disposition de la boîte, ils vont vraiment pousser dans le sens de la création de valeur. Donc c'est ça le smart capital. Dans le cadre de le VC, essentiellement, on parle de smart capital dans le cadre du VC essentiellement. Ouais. C'est-à-dire qu'un VC, هو براسو باش يكون capitalisé, donc un fonds de VC, il peut être capitalisé de différentes manières. Soit tu vas aller chercher des institutionnels, des compagnies d'assurance, des caisses de dépôt, des caisses de retraite qui vont investir en mode fonds de fonds, où là tu vas aller voir des personnes physiques et des family office et leur dire investissez dans le fonds de VC et vous allez avoir un rôle hyper rapproché mais les cibles.
D'accord. Donc, un VC qui est en mode smart capital, c'est vraiment poussé à l'extrême. C'est un VC qui va mettre à disposition ses propres LPs, c'est-à-dire ses propres limited partners ou les investisseurs d'ILO, pour apporter un max de valeur aux entreprises, il y a le portefeuille. Je ne sais pas si tu... Oui, maintenant, c'est plus clair. C'est plus Très clair. bien. Un VC en mode smart capital, c'est un VC où les investisseurs, ce sont des personnes, ce sont des entrepreneurs. Des entrepreneurs. Qui vont être très, très poussifs. Voilà. On a presque fait le tour. Ouais. Dernière question. Avec plaisir. Dans 5 ans, 10 ans, Ouais. à quoi ressemblerait le Maroc qui a réussi sa stratégie d'investissement? Selon toi, une vision. Je vais parler du VC. Oui, Encore une fois. Ouais, Tu sais, je pense qu'on est déjà en train d'aller vers une réussite de notre stratégie d'investissement. En tout cas, avec toutes les opérations qu'on voit sur le marché aujourd'hui, sur le volet du PI, les introductions en bourse, il y a ce qu'on appelle un phénomène de rotation du capital. Le capital, c'est d'or. Il se fluidifie. Mais il ne reste pas figé, stagnant, etc. Ouais. Donc, on commence à réussir quelque chose. On commence à avoir plusieurs boîtes, commencent à se capitaliser, se structurer, monter d'un cran, aller sur les marchés financiers. Eh bien, dans le même cas, ce serait un marché où on a des startups qui s'internationalisent, des fondateurs qui sont connus mondialement, parce qu'aujourd'hui, des fondateurs marocains connus mondialement, kainin, ou provenant du Maroc, mais bzaf. Ouais. Et ça, je pense que ça va venir, ça ne va pas tarder. C'est-à-dire un product that's made in Morocco and from Morocco. Et c'est aussi le fait qu'on ait réussi notre playbook, ce que je te disais tout à l'heure par rapport à notre financement. Le Marocain ما يبقاش يمشي حتى لدبي وابو ظبي وبالو التو باش يقلب على لي فيسي ويمشي يفسر لهم بلي راه مغربي وتا هو الى د لا فالور ايتترا يلقى لي فيسي كاينين عندنا في البلاد qui financent et qui croient et qui poussent nos propres talents. C'est aussi des investisseurs qui ont déjà réussi, rendu l'argent, partagé les plus-values avec des cycles où on a vu la réussite se passer, mais on n'y est pas encore. Et c'est aussi un pays où typiquement toutes les initiatives publiques, elles ont réussi aussi. Oui. Une question, ça m'est arrivé naturellement, parce qu'il y a le Maghreb, mais il y a moins d'entrepreneurs qui viennent du Maroc et qui viennent à l'international. Wesh, le Maroc sous-estime encore ses talents. دابا كديني للسياسه لا ما نقولش المغرب يسوزيستيم سي طالون مي المغربي يسو سوزيستيم المغربي ياك المغربي يسو سوزيستيم لان لي طالون ديال المغاربه اللي كاينين في العالم il doute de lui-même كاين واحد السندروم دو لامبوستور ما لقاش اون كولتور اون فادير اللي حفزاتو بزاف دون لو طون ما لقاش اون كولتور qui a été élogieuse par rapport à ses achievements. Et donc, il doit se mettre en condition pour se dire I can do it, despite my Moroccan passport. Ou thanks to my Moroccan passport. On a encore un complexe de l'étranger. Je ne vais pas le nier. مازال عندنا مشكل كتلقى شي واحد qui a de grands, like real achievements. Ou parce qu'il est au Maroc, il est considéré comme moins bon que quelqu'un à James Smith. Il n'a aucune connaissance du terrain, aucune affinité avec le pays, aucune attaque. Il se met dans une posture de donneur de leçons. Et tout le monde lui ouvre les portes. Et le tapis est rouge, etc. Et c'est une erreur fatale, en fait. Les Marocains, s'ils se donnaient confiance mutuellement, on pourrait porter le collectif vers une perception de valeur beaucoup plus important. Pas qu'une perception, une réalité par rapport à la valeur du talent marocain. Et ça, quand on est à l'étranger, on ne le ressent pas. Ouais. Bizarrement, on se sent plus compétent quand on est à l'étranger. Ouais. Et ça, on est plus dans nos ingénieurs sont les majors à l'étranger. Les jeunes entrepreneurs, moi je connais 2 en France, ils sont cartonnés là-bas. Mais lorsqu'on était au Maroc, il privilège les gens de l'étranger. Mais quand maintenant on est le terrain européen, on se retrouve mal les pépites. Ça c'est dommage, mais la mentalité, faut la bannir.
Tu as raison, là, c'est une question de mentalité. Ouah, qui jouent ils sont dans une logique on va dire, de comparaison, ou là, d'essayer de pousser, ou là, de baquer les personnes qui viennent de l'étranger parce qu'ils sont plus sensibles je dis n'importe quoi, mais l'image est là. Je pense que c'est à la personne de se mettre en valeur aujourd'hui, d'être conscient de ce qu'elle vaut, de se positionner convenablement. Et sans être dans une posture, on va dire, hautaine. Au contraire, il faut juste être conscient de ce qu'on avec l'humilité اللي قهضرنا عليها في الاول شويه د لا موديستي ماشي بزاف ديك لا موديستي عاوتاني كتمشي جنب الحيط هذيك شويه ça marche pas parce que faut ça marche pas. Et puis même si c'est perçu comme étant pas modeste, je pense qu'il y a un travail à faire au niveau de la mentalité de ceux qui perçoivent. شي واحد اللي عاد جا من les États-Unis ou دخل المغرب راه il peut souffrir des mois, des années. Parce qu'on a l'impression que c'est quelqu'un d'arrogant, c'est quelqu'un qui se survend. Alors que dans son environnement aux États-Unis, on a l'impression que c'est juste la base. Si tu ne te mets pas en valeur, personne ne va le faire à ta place. Donc, la mentalité, ça te bidel. Il y a une deuxième mentalité, ça te bidel. Je suis désolée, je profite de ta question pour surfer sur un autre message. Exactement. Peut-être un peu moins politique, mais la culture de l'échec. Il faut qu'on s'autorise à échouer pour apprendre de nos erreurs et pour gagner en confiance et pour que notre valeur ne soit pas adossée uniquement à la réussite. Notre valeur, elle doit être adossée au talent et à la valorisation de celui-ci, indépendamment de l'échec ou de la réussite. Et باش نوصلوا لهذا l'état d'esprit هذا, il faut que l'échec il faut que le coup de l'échec ne soit pas perçu comme étant trop important. Il faut toujours voir la partie la partie pleine du verre. Exactement. ما نبقاوش نشوفوا الكاس ديما خاوي. Exactement. Dernier mot ou un conseil pour les entrepreneurs, les jeunes qui veulent se lancer et qui veulent lever des fonds. شنو يجيو عندكم شنو يديروا Alors, pas forcément les jeunes. Tu sais, moi, demain, j'ai des fondateurs qui ont 50 ans d'expérience. Aussi, c'est pas une question de jeunesse. مهمة عرفتي دابا بزاف ديال لي جون دابا ils débutent ولكن عندهم ديما ديك la notion que راه un levée de fonds ça veut dire un crédit, ça veut dire des intérêts, ça veut dans le cadre de ce que tu disais, si c'est un financement bancaire, ما رديتيش les intérêts, راه عندك مشكل, ça c'est sûr. Dans le cadre du private equity, du venture capital, si tu échoues, خصك تلقى en général un moyen de t'arranger avec l'investisseur. وهادشي تيكون مضبوط في واحد le papier qui s'appelle le pacte d'actionnaire. يكون un pacte باش qui régit en fait la relation entre l'investisseur et le fondateur. Donc normalement قبل ما يدخل خصو يقرا بعدا داك les conditions. يوصل بعدا يدير le process, il le réussit. Il glisse في الطبلة, يقرأ le pacte, et s'il y a des éléments qui l'arrangent pas, à ce moment-là, il les négocie. Mais on peut pas continuer dans ce pays à se dire كنخاف ولا وحشومة وعيب, c'est pas possible. Au bout d'un moment, il faut se retrousser les manches et bosser. Et après, on voit ce qui se passe. ملي يوقع المشكل نحلوه. ما تحطش المشكل في الديبار. Exactement. Voilà, donc mon conseil, il y a une fenêtre d'opportunités assez exceptionnelles au Maroc aujourd'hui, que ce soit pour le financement de l'innovation, pour la création d'innovation, et un terrain entrepreneurial hyper intéressant. Je dis pas qu'il n'est pas parsemé d'embûches, je dis qu'il est hyper intéressant et qu'il mérite d'être il mérite d'être testé et expérimenté. Et c'est une fenêtre à ne pas du tout rater. On a une belle échéance dans 5 ans. On a un momentum sur 5-10 ans. Ça serait dommage de ne pas profiter de cette vague et de ne pas la considérer comme une vaguelette. Il faut au contraire la prendre très au sérieux et se donner les moyens de réussir. D'accord. Merci beaucoup, Hiba. Avec plaisir. Avec plaisir. C'était un grand plaisir de t'avoir avec moi, Zema, de perspective. Inch'Allah, on aura l'occasion de faire d'autres. Pourquoi pas. Merci beaucoup. Merci à toi, Adnan. Tabakallah alik. Allah yahfadek. Et à très bientôt pour un autre épisode dans de perspective. À bientôt.